Kazuma est un imbécile faible qui s'inscrit dans une académie magique pour s'entraîner. Cependant, lorsqu'il découvre que son saucisson donne de la force aux filles magiques, il commence à applaudir toutes les filles qu'il voit pour les rendre surpuissantes. Cela commence dans une chambre haute technologie où Kizuna applaudit son camarade Himekawa pour booster ses niveaux d'énergie déclinants. Après que ses réservoirs soient remplis avec son mayonnaise, Himekawa atteint la pleine puissance et sortent de la chambre ensemble. Elles sont immédiatement confrontées à Yuri et à ses gigantesques nichons et elle les taquine pour avoir été malicieuse au milieu d'une guerre. Mais Himekawa se met en colère et explique qu'elle a seulement accepté de faire l'amour avec Kizuna parce que c'était important pour la mission. Juste avant que Himekawa ne s'apprête à combattre, un monstre robotique s'abat et commence à les attaquer, mais un autre camarade nommé Ayin vient à leur secours. Elle tire ensuite Kizuna dans la chambre et lui demande des coups de poing. Kizuna hésite d'abord, mais Ayin affirme qu'elle doit déverrouiller sa pleine puissance en lit pour gagner cette bataille. Avant que Kizuna ne commence à utiliser son cornichon comme batterie, il était en train de prendre le train, se rappelant comment sa mère l'avait jeté comme un sac de déchets quand il était jeune. Soudainement, il reçoit un email de sa grande sœur Riri, l'informant qu'il est maintenant admis à l'académie Ataraxia, une installation de défense qui forme des personnes pour combattre l'invasion extraterrestre. Le lendemain, Kizuna arrive à l'académie et demande à Rare pourquoi il est là malgré ses mauvais résultats. Mais lorsque Rare prétend qu'il a besoin de lui dans son armure hybride immédiatement, Kizuna accepte malgré tout de l'aider. En route vers le quartier général, il se perd en chemin et remarque Ayin qui fixe la distance. Cependant, lorsque celle-ci remarque qu'il la fixe sur ses nichons, elle lui fait face immédiatement. Après avoir grillé les bras nouillards de Kizuna pendant une minute entière, Ayina se présente comme une étudiante de la classe 2 et lui dit de genouiller et de l'adorer. À ce moment-là, les sirènes retentissent partout, indiquant une attaque extraterrestre sur l'académie, mais Kizuna pense qu'il s'agit d'un faux alarme. Cependant, Ayin explique qu'il n'y a pas de faux alarme à Ataraxia et commence à révéler son armure hybride, rendant le simp extrêmement mal à l'aise. Ayin révèle alors sa tenue de combat appelée Zéro sous ses vêtements, et active la transformation. Mais avant qu'elle ne marche en plein combat, le système lui informe que sa batterie est en baisse et lui demande d'être prudent. Soudainement, un robot Magitech charge droit vers elle. Alors Ayin tire une arme ridicule et le combat commence. En quelques secondes seulement, toute l'académie est sur alerte maximale et les défenses frontalières sont également activées. Quand Kizuna rattrape Ayin, elle lui explique que des attaques comme celle-ci sont courantes dans l'académie et l'encourage à retourner en sécurité. Pendant que Ayin part combattre les robots extraterrestres, Kizuna se souvient comment sa mère l'avait appelé un échec absolu sans talent. Déterminé à prouver le contraire, Kizuna essaie d'activer son armure hybride cardiaque. Mais juste à ce moment, un gigantesque robot Magitech se faufile derrière lui. Le monstre prépare à vaporiser ce perdant. Mais une Himekawa bien ronde vient à son secours, se demandant ce que fait un étranger dans une zone de guerre. À ce moment-là, une autre guerrière de l'académie nommée Yuri arrive et commence à moquer Himekawa pour être malicieux au milieu du combat. Mais Himekawa repousse l'accusation et les filles s'envolent, lui disant de retourner en sécurité. De son côté, Ayin est encerclée par des monstres robots et un grand vaisseau mère ennemi. Mais avant qu'elle ne puisse vaincre les robots, sa batterie hybride cardiaque s'épuise et elle tombe directement dans l'océan. Voyant cela, Kizuna se souvient comment sa sœur toujours avait confiance en lui et décide d'activer son armure hybride appelée Flèche. Il plonge alors dans l'air et attrape Ayin, tombant directement dans la forêt. Voyant sa condition délabrée, Kizuna essaie de la réveiller. Mais juste à ce moment, Rari l'appelle via le système de communication d'Ayin et lui dit à Kizuna d'appliquer de la pression sur les contenants de lait d'Ayin s'il veut sauver sa vie. Kizuna se met à paniquer face à cette technique étrange. Mais Rare explique que c'est une pratique standard et lui demande de suivre son exemple. Il examine ensuite le corps d'Ayin comme un médecin thaïlandais, inspectant chaque courbe et chaque angle disponible. À ce moment-là, Kizuna entend un gros coup de tonnerre à proximité et réalisant qu'ils n'ont pas de temps à perdre, il se fait de l'eau avec ses portes de digue pour accélérer le processus. Ayin finit par revenir à elle, mais Riri l'ordonne de continuer à caresser avec une prise de main plus forte. Alors que Ayin se relève ressentant une énergie renouvelée, Riri explique que l'armure hybride cardiaque est chargée par l'énergie de l'amour. Quand Kizuna demande à Ayin si elle va bien, la fille se regarde rapidement et lui lance un puissant coup de poing, le propulsant dans les airs. Ayin pensait qu'il était un simple déplaisant, mais elle réalise que son corps se sent plus léger et que son compteur hybride est revenu à sa pleine capacité. Pendant que Kizuna reste inconscient, Ayin appelle Rare pour obtenir plus d'informations. Mais juste à ce moment, elle remarque une nuée de robots Magitech dans le ciel et active à nouveau ses zéros. Elle avance droit vers eux et tue un grand Magitech avant d'éliminer toute la escouade en quelques secondes.
Tandis que Kizuna la regarde avec admiration, Yuri et Himekawa la rejoignent dans le ciel. Mais le vaisseau mère ennemi recule. Elle demande à Ain comment elle a pu combattre avec autant de violence et Ain se tourne vers Kizuna pour trouver des réponses. De son côté, le principal et le commandant suprême d'Ataraxia, Reri, déclarent qu'ils ont fait le premier pas et même s'ils sont loin de leur objectif, le rêve de reconquérir le monde perdu est maintenant une réalité. Le lendemain, Rar adresse à tous les étudiants l'histoire de l'invasion extraterrestre. Il y a 15 ans, un trou noir a apparu dans les cieux partout, permettant à des êtres venus de différentes dimensions d'entrer sur Terre. Puisque les factions militaires humaines ne pouvaient pas rivaliser avec la technologie extraterrestre, elles ont subi une défaite humiliante. Rari explique que le trou noir a disparu 2 semaines après l'invasion, et au début, la menace semblait avoir disparu. Mais les portails se sont ouverts 6 mois plus tard et ont commencé à causer des dégâts, permettant à peu de personnes de survivre dans des flotteurs océaniques. Rari ajoute que l'invasion continue et pendant ce temps, ils ont développé un nouvel engin moderne appelé armure hybride cardiaque capable de combattre ces êtres venus d'autres dimensions. En tant que commandante suprême d'Ataraxia, Rar annonce leur équipe de combattants élites appelée Amaterasu, composée de Yuri, Himekawa, Ain et le pauvre Kazuna. Il se trouve que Rari a trouvé un moyen d'affiner encore plus les armures hybrides cardiaques en utilisant les capacités de son frère pour les gonfler. Elle montre ensuite à tous une vidéo de Kizuna caressant Ain, ce qui rend Himekawa furieuse, étant la chef du comité disciplinaire de l'académie. Cependant, Rar prétend que Kizuna a réussi à restaurer le compteur hybride cardiaque d'Ain en la caressant, et demande à tous les membres d'Amaterasu de faire des choses lascives avec Kizuna pour augmenter leur pouvoir. La foule devient folle en l'entendant, mais Rare ajoute que tout le monde intéressé à rejoindre Amaterasu doit faire des choses lascives avec son frère. Le lendemain, Kizuna est réveillée par une coquine Ain qui veut couper son pain pour augmenter sa puissance. Kizuna est gênée et essaie de refuser, mais soudainement, ils sont interrompus par Himekawa qui l'accuse d'être un séducteur chronique. Ain prétend qu'elle était celle qui s'est jetée sur son camion monstre, mais Himekawa en a assez et se transforme en sa forme Nero. Ain active également ses zéros et les deux entrent dans un combat intense provoquant une explosion massive. Toutes les autres filles de la classe babotent sur le fait que le commandant a permis à un garçon de vivre dans les dortoirs des filles, mais elles réalisent qu'elles sont trop stupides pour aller contre Reri. Écoutez cela, Yuri leur dit de ne pas juger Kizuna par son apparence car il pourrait bien cacher un bazooka sous ses vêtements. Lorsque Kizuna entre finalement en classe, Yuri s'approche de lui et offre de lui donner en échange d'une augmentation de son compteur hybride cardiaque. À ce moment-là, une petite fille nommée Sylvia entre en classe et informe Kizuna que le commandant veut le voir. Sylvia le mène ensuite en visite de l'académie où Kizuna voit une photo de sa mère Nayuta qui était la fondatrice et la principale contributeur dans le développement des armures hybrides cardiaques. Ils entrent bientôt dans un laboratoire où Rar introduit Kizuna au chef ingénieur nommé Shikina qui communique avec lui grâce à une fonction vocale de ordinateur. Elle lui donne ensuite un téléphone portable contenant un catalogue de tous les membres d'Amaterasu et leurs comptes hybrides. Rari explique que lorsque le compteur hybride cardiaque descend en dessous de 5%, l'armure tombe en morceaux. Donc Kizuna est chargée de caresser les contenants de ses équipes pour restaurer leur compte hybride. Elle révèle également que la récupération naturelle prend beaucoup de temps. Donc Kizuna doit être prêt à gonfler à tout moment. Tandis qu'il écoute en incrédulité, Rare déclare que le destin de l'humanité repose maintenant sur ses épaules et l'appointe comme capitaine d'Amaterasu. Sylvia agira comme son assistante à tout moment, et la fille semble aimer ce comportement perless. Plus tard dans la journée, Amaterasu est chargé de leur première mission pour recueillir des données sur une île voisine et les ramener en toute sécurité. Elle lui dit ensuite à Yuri d'être prudente car son compteur hybride cardiaque est à 20%, mais la combattante blonde assure Rare que l'île est totalement sûre. Un moment plus tard, elles arrivent à l'île et installent leur machine pour recueillir des données, ce qui prendra plusieurs heures. Donc Yuri emmène Kazuna loin des autres filles pour recueillir des échantillons et aussi pour se connaître. Discutant, Kazuna révèle qu'il n'a jamais été en combat avant et admet qu'il se sent submergé. Mais juste à ce moment, un immense portail s'ouvre devant elle et un grand Magitech en sort. Yuri se met immédiatement en position et active son armure hybride cardiaque appelée Kuros et avec un seul coup, elle défait le Magitech. Tandis que Kizuna essaie de contacter les autres, il réalise que toutes les communications ont été coupées. Mais juste avant qu'ils ne préparent à partir, il remarque une escouade de Magitech sortant du portail. De l'autre côté, Aik et Imakwa sont piégés dans une sphère extraterrestre et aucune de leurs attaques ne semble fonctionner contre elles. Yuri demande à Kazuna de se regrouper avec Aika et Himekawa et il court comme un imbécile total. Mais il réalise que le compteur hybride cardiaque de Yuri diminue rapidement et s'inquiète pour sa sécurité. Plusieurs instants plus tard, le compteur de Yuri a diminué à 6% et son armure est sur le point de tomber en morceaux. Mais juste à ce moment, un Magitech grade appelé Dragori émerge du portail. Yuri désespère de tirer son arme sur le monstre, mais elle réalise que son compteur hybride cardiaque a diminué à 4%, faisant tomber son armure.
Pour compliquer les choses, le Dragri prépare une lame de foudre pour l'éliminer, mais Kizuna canalise un bouclier devant elle et prend le coup. Lorsque la blonde demande pourquoi il risque sa vie pour la sauver, Kizuna lui dit qu'il ne peut pas laisser ses équipiers souffrir seuls. Il étend alors ses bras pour caresser les Angabunga de Yuri, faisant briller ses yeux et libérer des fluides de ses contenants. En quelques secondes seulement, le compteur hybride cardiaque de Yuri atteint sa pleine capacité consciente. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, il est surpris de voir que Yuri est opposée au grand Dragori et elle le défait avec un seul coup puissant. Cela permet à Ain et Himekawa d'être libérés de la sphère extraterrestre et la connexion entre les deux groupes est également restaurée. Tandis que les filles demandent des détails, Yuri heureusement révèle qu'elle a expérimenté un orgasme et a réussi à activer son armure hybride cardiaque avec Kizuna. Himekawa semble être dégoûtée par cette information, mais Ain se sent jalouse que la saucisse de Kizuna ait été volée. À l'académie, Shikina révèle combien l'île a été dangereuse récemment, et Riri se blâme pour avoir envoyé Yuri au champ de bataille sans évaluer correctement les menaces. Plus tard ce soir, Kizuna rentre dans sa chambre pour trouver Ain sur son lit, demandant immédiatement de la friction. Mais Yuri débarque dans la chambre, espérant pratiquer le judo avec lui. Alors que Ain et Yuri discutent de qui doit se déshabiller en premier, Himekawa entre dans la pièce, provoquant une lutte chaude entre les filles. Le lendemain, Ain pratique le combat contre un Magitech dans le terrain d'entraînement de l'académie, gagnant l'admiration de tous ceux qui la regardent. Mais lorsque Kizuna louange ses compétences, Ain se met en colère car même ses compliments sont corrompus comme les sacs sous son ceinturon. Dommage émotionnel. De son côté, Himekawa et Yuri sont face à plusieurs Magitech simulacres et facilement les battre, rendant les ingénieurs fiers de leurs combattantes de première ligne de l'académie. À l'académie, Riri réalise que la cérémonie de gonflement hybride a vraiment augmenté les pouvoirs de Yuri et Ain. Elle lui dit ensuite à Shikina de poursuivre le plan, se demandant ce que sa mère, Dr Nayuda, ferait dans cette situation. Après l'école, Yuri court vers Kizuna et lui demande s'il a aimé sa performance lors de l'exercice d'entraînement. Quand il assure qu'elle est l'une des meilleures combattantes de l'académie, Yuri lui demande de sortir avec elle. Plus tard, il visite une copie de la temple flottant de Kyoto car pendant l'invasion extraterrestre, il n'y avait pas eu le temps de rassembler toutes les origines. Yuri écoute patiemment et voyant Kizuna déterminée à détruire les êtres venus d'autres dimensions, elle essaie de détendre l'atmosphère et les deux passent leur journée aérée dans le Mega Float. Le soir, ils montent la tour de vue où Kizuna demande à Yuri pourquoi elle a voulu voyager sur le Mega Float aujourd'hui. Yuri lui dit qu'au moment où elle a été attaquée par le Magitech pendant leur mission, elle pensait qu'elle allait mourir. Mais lorsque Kizuna l'a sauvée et même effectué des activités lascives sur ses temples sacrés, elle a décidé de profiter de sa vie et d'expérimenter tout, comme tomber amoureuse. Ce soir-là, Kizuna marche chez lui après sa date, parcourant les photos sur son téléphone lorsqu'il remarque Himekawa à distance. Alors que les deux se dirigent vers les dortoirs ensemble, Himekawa explique qu'elle reste souvent tard pour s'assurer que les garçons gardent leurs saucisses dans leurs pantalons. Pendant que Kizuna écoute ses divagations, Himekawa avoue qu'elle aime sincèrement l'académie et veut rendre la vie agréable pour tous ses étudiants. Ces mots font Kizuna réaliser à quel point elle est dévouée à ses devoirs, et il la complimente. Surprise, Himekawa perd son équilibre, mais Kizuna la sauve rapidement de se fracasser la tête en deux. Soudainement, Himekawa commence à fuir sous son corps, activant ainsi son armure hybride cardiaque. Juste avant qu'elle ne se relève en gênante, ils entendent un cri près d'eux et enquêtent, ne trouvant que Ain en kickboxing dans sa chambre. Himekawa révèle que Ain a toujours été une solitaire et souvent entraîne seule, malgré être membre d'Amaterasu. Elle rarement passe du temps avec les autres filles. Ces informations font Kizuna s'inquiéter pour Ain, car elle semble traverser quelque chose. De l'autre côté, Rare remarque que Kizuna a réussi à activer le hybride d'Himekawa et planifie leur prochain mouvement. Le lendemain en classe, Kizuna essaie de recueillir des informations sur Ain, mais aucun d'eux ne semble savoir quoi que ce soit à son sujet. Soudainement, Ain approche et lui demande fermement au Limpy Loser de la rejoindre pour déjeuner dans son parc. Kizuna ne sait pas comment commencer une conversation avec elle, mais Ain rompt la tension en lui offrant des sandwichs qu'elle a préparés elle-même. Après que Kizuna a dévoré tous les sandwichs, Ain demande casualement qu'il la retourne et glisse son cylindre à l'intérieur. Le garçon est gêné par cette demande, mais Ain prétend qu'elle a lu des magazines sur ce que les garçons aiment faire avec les filles. Malgré cela, Kizuna est hésitant à faire le premier pas, donc Ain commence à se déshabiller et révèle ses contenants de Chug. Elle aide ensuite Kizuna à appliquer de la pression sur ses melons, mais le garçon prétend qu'il n'est pas éthique de faire ça en plein air. Ain clairement ne s'en soucie pas et prétend qu'elle veut devenir plus forte que Himekawa et Yuri. Donc Kizuna finit par accepter ses demandes et commence à vider les fluides de ses bœufs. Mais juste avant qu'il ne l'embrasse, Ain se retourne et Kizuna recule réalisant que la fille n'est pas prête.
À ce moment-là, il reçoit un appel de Riri et elle le convoque dans son bureau. Il est immédiatement conduit dans une pièce où il a subi la chirurgie de corps installation pour l'armure hybride cardiaque dans le passé. Kizuna se souvient comment il était effrayé d'être ouvert, mais il a accepté la chirurgie pour faire plaisir à sa mère. Puis il demande à Rare de l'histoire d'A et de sa hésitation à être pincé, mais le commandant explique qu'il n'y a pas de registre de l'histoire précoce d'Ayin. Rare lui dit qu'il y a 7 ans, l'académie l'a trouvé seul avec aucun souvenir, donc ils l'ont immédiatement amené dans la salle de recherche. Ils ont effectué des expériences pour identifier les origines d'Ayin, découvrant qu'elle était extrêmement compatible avec la gestion des armures hybrides cardiaques. Voyant le potentiel en elle, Nayuda l'a prise sous son aile et a transformé Ayin en rat de laboratoire. Mais quelques années plus tard, Nayuda a disparu soudainement et personne ne sait où elle est allée. Écoutez cela, Kizuna comprend finalement que Ayin a été seule depuis le début et se détermine à l'aider avec sa traumatisme. Mais pour donner à Kizuna un peu d'histoire sur les armures hybrides cardiaques, Shikina lui montre un secret vidéo d'un autre étudiant qui a été obligé de subir la chirurgie de corps installation. Mais pendant l'une de leurs missions, le compteur hybride cardiaque du garçon est tombé à 0, causant sa mort. Cependant, voyant Noda traiter la mort du garçon comme une expérience régulière, Kizuna revient à la réalité horrifiée. Il est informé qu'en cas de chute du compteur hybride cardiaque d'un membre d'Amaterasu à 0, il perd de la vie, et seul Kizuna le sait. Réalisant qu'il y a une bombe à retardement installée dans leur corps, Kizuna réprimande Rare pour son manque d'empathie, mais Shikina lui dit qu'elles ont recueilli ces informations il y a seulement quelques jours. Malgré cela, Kazuma leur dit de trouver une autre solution, mais Rare est désespérée car ils n'ont pas le temps de chercher des alternatives. Elle réalise qu'elle est une commandante froide mais prétend qu'elle est prête à commettre ce crime pour sauver l'humanité. Alors que Kazuma marche vers ses dortoirs, il est secoué par la responsabilité de sauver non seulement la vie de sa harem, mais aussi celle de toute l'humanité. De son côté, Ayin se souvient d'un ancien souvenir avec Dr Naoyuta, qui lui avait expliqué que son armure hybride avait un arme cachée appelée Immoral, mais elle ne peut être activée qu'une fois que son compteur hybride cardiaque dépasse un certain seuil. Donc Nayuta l'encourage à continuer à s'entraîner et la jeune Ayin devient excitée à l'idée de pouvoir dévoiler ce pouvoir caché un jour. À ce moment-là, l'alerte retentit partout dans l'académie, mettant l'île entière sur alerte maximale quand Kizuna court vers le quartier général pour une mise à jour. Rare lui informe que les forces ennemies ont encerclé la zone. Intrigué que Rare ait envoyé les filles en combat seules, Kizuna demande une explication, mais le commandant lui dit qu'ils doivent agir stratégiquement et lui demande de rester calme. En même temps, les filles prennent leur position pour le combat et Riri leur ordonne de se concentrer sur le grand vaisseau mère extraterrestre. Elle explique qu'ils doivent le détruire avant qu'il ne se rapproche de leur méga flotte. Alors que Yuri lance son attaque, Himekawa et Ayin suivent et ensemble, elles parviennent à subomir une flotte entière de robots extraterrestres. Mais même au milieu du chaos, Ayin semble distraite, toujours voulant devenir plus forte que ses camarades. À ce moment-là, Ayin entre en contact avec un draguerie, mais comme son compteur hybride cardiaque est déjà tombé en dessous de 60%, Kizuna commence à paniquer. Alors qu'elle fonce à toute vitesse sur le monstre, Kizuna la met en garde, mais Ayin parvient à détruire le draguerie avec seulement 10% de ses réserves. Malgré l'ordre de Kizuna de battre en retraite immédiatement, Ayin l'ignore et plonge droit dans un essaim de robots extraterrestres. Désespérée, Kizuna désobéit à son commandant et se précipite pour l'aider. Ayin épuise finalement toutes ses réserves hybrides et tombe dans l'océan. Elle se réveille plus tard dans le laboratoire de l'académie, le visage ahuri de Kizuna la fixant quand il lui révèle qu'Ayin a été touché de plein fouet par le vaisseau ennemi. Elle tente de se lever et de continuer le combat, mais Kizuna la prévient qu'une escouade d'armes Magitech est en train d'atterrir, rendant toute sortie bien trop dangereuse. À ce moment, Ayin réalise que ses amis sont bien plus forts qu'elle et fond en larmes, admettant que se battre est la seule chose qu'elle ait jamais bien faite. Alors que Kizuna lui apporte son soutien, Ayin confie qu'elle a été amenée sur ce méga flotteur il y a des années pour servir de sujet d'expérience au docteur Nyuta, car les expériences avaient dominé sa vie. Tenter des activités humaines normales lui semblait une trahison de son véritable but. Quand Kizuna lui demande pourquoi elle n'a pas d'amis proches, Ayin lui dit qu'elle préférerait boire du pépé plutôt que d'avoir une conversation avec quelqu'un. Tandis que Kizuna l'écoute patiemment, Ayin révèle que chaque fois qu'elle réussissait bien à l'entraînement, le docteur Nayuda l'a félicité, mais aujourd'hui ses propres coéquipiers sont devenus meilleurs qu'elle pour manipuler l'équipement. Alors qu'il continue de parler, Ayin se souvient que Naoyuta lui avait dit qu'une arme immorale incroyablement puissante résidait en elle, accessible uniquement avec un nombre élevé d'hybrides.
Mais comme son nombre d'hybrides ne cessait de chuter, elle pensait que l'arme était impossible à débloquer jusqu'à l'apparition de Kizuna. À partir de ce jour, Ayin fut déterminée à gagner son affection et à augmenter son nombre d'hybrides. Mais elle réalisa vite que ses compétences sociales étaient pires que celles d'un raton laveur. Pour s'améliorer, Ayin commença à lire des magazines qui suggéraient de préparer des repas pour Kizuna. Alors elle acheta des sandwichs sur Amazon et les mit dans une boîte à lunch. Tandis que Kizuna l'écoute sous le choc, elle révèle qu'elle a même essayé de suivre un livre sur la façon d'impressionner un homme et a tenté certains de ses conseils devant lui au parc. Mais Kizuna la repoussa comme un gentleman dégoûtant. Frustrée, Ayin sentit que tous ses efforts pour atteindre l'arme immorale étaient inutiles et se demanda si elle avait une raison de vivre. Au lieu de la plaindre, Kizuna lui crie dessus pour avoir agi comme une clown, mais Ayin insiste sur le fait qu'il ne comprend pas sa vie. Il lui dit que tout le monde a un but, mais la fille déprimée essaie de l'assommer d'un crochet droit. Cependant, remarquant que Kizuna n'a pas bougé d'un pouce, elle baisse finalement sa garde. Kizuna partage finalement son passé, où il était aussi un sujet de laboratoire sous sa propre mère, le docteur Nyuta. Mais après l'arrivée d'Ayin, il fut renvoyé dans le monde réel, le laissant déprimé et incapable de se connecter avec qui que ce soit. C'est alors que Riri lui rappela que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par le coût de son abonnement OnlyFans, mais par les choix qu'elle fait. Il transmet ensuite cette leçon à Ayin, lui disant qu'elle peut commencer une toute nouvelle vie, dans laquelle il sera toujours à ses côtés. Finalement, Ayin entrevoit une lueur d'espoir et demande à Kizuna de lui disloquer la colonne vertébrale et le cingler, la plaque au sol avant de jouer avec son chat grincheux. Cela émane une décharge d'énergie qui se disperse de leur vaisseau, mais Ayin en veut plus. Juste à ce moment, Shikina communique via leur système hybride et l'informe que parfois, après un hybride cardiaque réussi, la fille peut devenir un peu excitée. Il s'avère que si Ayin peut atteindre un autre climax avec Kizuna, elle débloquera un niveau encore plus élevé de compte hybride. Cela lui permettra d'activer l'arme immorale dont Nayuda parlait il y a 7 ans. Kizuna se prépare immédiatement à l'action et commence à expérimenter avec sa langue, ce qui entraîne une nouvelle explosion d'énergie hybride dans le laboratoire. Pendant ce temps, Yuri lutte sur le champ de bataille, tenant à peine tête au robot extraterrestre. Mais Ayin arrive, les jambes moites, comme un renfort bien nécessaire. Furieuse que ses coéquipiers soient pillés, elle active l'arme immorale pulvérisateur et se prépare à attaquer les ennemis. Pendant qu'elle charge comme un ordinateur Windows, Kizuna gagne du temps en abattant les unités qui approchent, laissant Yuri et Himekoa choqués par la soudaine montée en puissance d'Ayin. Quelques heures plus tard, Ayin déchaîne enfin un rayon massif de son arme, anéantissant toute l'armée de robots extraterrestres. La bataille enfin gagnée, l'Académie organise une célébration ce soir-là pour fêter leur victoire. Pendant ce temps, Kizuna semble perdue dans ses pensées. Alors Ayin le rejoint sur le balcon et lui confie qu'elle a des souvenirs fragmentés depuis qu'ils se sont amusés dans le laboratoire. Elle décrit ses visions, un magnifique lac entouré de montagnes, une ville animée aux lumières vives et une horloge mécanique massive. Mais avant qu'elle ne puisse se lancer dans des fantasmes nocturnes, Himekawa et Yuri apparaissent et elles commencent à se disputer pour savoir qui aura le droit de renifler la saucisse de Kizuna ce soir-là. Étant la plus rationnelle, Sylvia tente de modérer la conversation, mais Kizuna lui dit de le laisser profiter du spectacle des oiseaux qui voltigent. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Shikina remarque un détail crucial dans les images de la bataille et informe rare que l'un des attaquants extraterrestres semblait être un être humain et que la personne portait également une combinaison hybride cardiaque. Dans un flashback, alors qu'Himekoa guide les gens hors de leur ville natale, elle remarque une orpheline serrant son ours en peluche, des larmes coulant sur son visage. Voyant cela, Himekawa lui assure qu'elle vaincra les ennemis et protégera tout le monde, rendant la fille incroyablement heureuse. Pendant ce temps, Kizuna est dans la salle de bain des femmes, se préparant pour un bain chaud. Il s'avère que sa sœur lui a accordé tout le bain chaud ce soir-là, et il est entré joyeusement dans la pièce vaporeuse. Mais il finit par croiser le regard d'Himekawa avec ses phares et son pare-choc en pleine vue. Elle cache immédiatement sa honte et crie sur Kizuna pour être dans une salle de bain pour femmes. Mais avant qu'il ne puisse expliquer son cas, Himekawa active son équipement appelé Neros, provoquant une explosion dans la salle de bain. Le lendemain, les deux signalent l'incident à Riri qui admet calmement qu'elle voulait que ses élèves soient déballés dans la même salle de bain, espérant activer les pouvoirs hybrides cardiaques d'Himekawa. Malgré cela, Himekawa continue de crier sur Riri pour son manque de bon sens, mais la directrice lui rappelle que son compte hybride cardiaque est extrêmement bas. Dans un accès de rage, Himekawa quitte le bureau, se demandant comment quiconque pourrait apprécier la compagnie de Kizuna. Mais elle se souvient soudain de la fois où il l'a sauvée d'une vilaine chute. Plus tard, tous les étudiants sont informés que tous les méga-flotteurs du monde ont perdu la communication entre eux. Himekawa est occupé à se demander dans quelle direction penche le mât de Kizuna, tandis que le cinglé est déterminé à sauver tous ses harems si nécessaire. Quelques instants plus tard, Kizuna se retrouve dans l'entrepôt de l'académie où Rar lui montre un nouveau simulateur virtuel qu'elle a développé. La machine peut créer n'importe quel environnement, permettant aux combattants Amaterasu de s'engager dans des batailles simulées réalistes.
Cependant, Rare veut que Kizuna utilise ce simulateur pour attirer les membres de son équipe et leur faire passer le meilleur moment de leur vie, tout en activant leur pouvoir hybride cardiaque. Puisque le simulateur peut aussi apprendre des désirs du joueur, Riri apparaît en tenue de lapin. Faisant flipper son frère au plus haut point, Kizuna invite ensuite Yuri comme sa première victime et change l'environnement en une pièce à thème adulte. Dès que leur tenue change, Yuri se met dans l'ambiance et se jette sur la saucisse de Kizuna. Soudain, la simulation lui met un bandeau sur les yeux et des menottes pour rendre l'activation de l'hybride cardiaque plus excitante. Alors Kizuna serre rapidement les conteneurs qui pendent devant lui, ce qui entraîne une aura dorée émanant de leur corps. En quelques minutes, l'activation de l'hybride cardiaque est terminée et Yuri s'effondre sur Kizuna comme un chien malade. Plus tard ce soir-là, Himekawa remarque deux étudiants qui tentent de faire des bêtises à l'académie et les arrête rapidement car elle est la chef du comité disciplinaire. Alors qu'elle pense à sa vie misérable, Kizuna apparaît et lui demande si elle aimerait participer à une cérémonie de bâillonnement virtuelle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sylvia arrive en courant avec ses résultats de test. Voyant la fille obtenir des notes exceptionnelles, Kizuna lui tapote la tête et la félicite. Mais Himekawa profite de cette occasion pour s'éloigner de Kizuna et de ses fantasmes virtuels. Le lendemain, Rare convoque tous les membres d'Amaterasu dans la salle de guerre et les informe d'un faible signal radio provenant de Guam, une île qui abritait autrefois une importante base militaire américaine. Leur nouvelle mission est de localiser la source de ce signal et Ayin déclare qu'elle est prête à anéantir tous les ennemis avec son pulvérisateur cette fois. Yuri la prévient que tirer avec l'arme immorale épuisera complètement son énergie, mais Ayin ignore cela, disant qu'elle laissera juste le club de golf de Kizuna se frotter contre elle pour garantir le succès de la mission. Cependant, Yuri rétorque que c'est son tour maintenant et demande à Kizuna de lui offrir des nuits mémorables, mais cela finit par déclencher une nouvelle dispute entre les filles. Peu après, l'équipe Amaterasu part pour Guam, laissant Shikina et Rare se demander si les signaux mystérieux ont été transmis par le docteur Nayuta elle-même. Lorsque l'équipe Amaterasu atteint le flotteur, Kizuna et Himekawa commencent à scanner la ville pour des échantillons, tandis que Yuri et Ayin balayent la base aérienne abandonnée d'Anderson. Après quelques manœuvres dignes de James Bond à travers les ruines, Yuri et Ayin découvrent que la base est complètement dépourvue de vie intelligente. Bien qu'elle localise bientôt une ancienne console de communication clignotant et bipant dans une pièce sombre, au même moment, Kizuna et Himekawa patrouillent les rues à pied, où Himekawa aperçoit un petit ours en peluche gisant sur la route, et cette vue la ramène instantanément à la promesse qu'elle avait faite des années plus tôt de sauver une orpheline terrifiée. Soudain, un son étrange les interrompt, et en enquêtant, ils tombent sur une femme aux cheveux bleus sirotant calmement du thé sur un monticule de débris. Himekawa suppose immédiatement qu'elle est une civile échouée et jure de la mettre en sécurité. Mais la femme se lève avec ses énormes conteneurs, se présente comme Aldia et sans plus attendre active son équipement hybride cardiaque. Stupéfaite, Himekawa exige de savoir quelle nation elle sert, mais Aldia répond avec fierté qu'elle vient de l'Empire de Belantis, une puissance qui contrôle déjà la moitié du monde. Aldia combat pour les envahisseurs et lance un barrage de galets tranchants sur le duo. Himekawa riposte instantanément, mais chaque coup qu'elle porte est dévié sans effort, et elle réalise vite que cette fille de Belantis est bien plus forte qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le choc lointain attire Yuri et Ayin qui accourent en renfort, mais les yeux d'Aldia s'illuminent dès qu'elle aperçoit Ayin. Puisque son pulvérisateur hybride cardiaque a acquis une publicité suffisante dans le monde de Belantis, Aldia veut avoir une conversation avec Ayin sur ses capacités et ses véritables origines. Mais comme l'escouade Amaterasu continue d'attaquer, Aldia invoque un énorme dragon à 3 têtes pour les éliminer. C'est la même bête qui a anéanti le flotteur de Tokyo sous la surveillance d'Himekawa. Alors elle fonce droit dessus, tandis que ses coéquipiers se regroupent et déversent leur feu sur le monstre. Cependant, leurs efforts combinés égratignent à peine l'armure du dragon. À ce stade, Kizuna réalise que le combat est perdu d'avance, alors il dit aux filles de battre en retraite. Alors qu'Amaterasu s'en va, Aldia sourit de soulagement car son propre hybride cardiaque était dangereusement bas. De retour au quartier général, Shikina informe l'équipe sur Aldia et son équipement hybride cardiaque unique, Zero, qui lui permet de se téléporter à travers l'espace. Ayin fait soudain le lien et réalise qu'Aldia était celle qui l'avait piégée, elle et Himekawa à l'intérieur de ce dôme. Kizuna intervient également, affirmant qu'Aldia sert l'Empire Volantis, qui se trouve de l'autre côté du portail. Alors que le groupe se demande ce que cela pourrait signifier, Shikina lâche une autre bombe. Le dragon à 3 têtes surpasse même les bêtes Magitech de rang A, ils n'ont donc d'autre choix que de créer une toute nouvelle classe appelée la catégorie super.
La nouvelle frappe durement Himekawa, alors que les souvenirs de l'anéantissement de son peuple affluent, et elle exhorte le commandant à mobiliser immédiatement. Cependant, Rare met fin à cela, déclarant l'opération du jour terminée pour aujourd'hui. Mais quand Himekawa continue d'exiger une explication, Rare rétorque que découvrir une variante Magitech inconnue est une avancée majeure et lui dit de calmer ses hormones en furie. Malgré tout cela, Himekawa commence à s'en prendre à tout le monde, les traitant de lâches sans colonne vertébrale, et quand les autres essaient de la calmer, elle leur lance qu'ils sont plus faibles que Logan Paul. Plus tard cette nuit-là, Kizuna décide de prendre des nouvelles de la fille enragée seulement pour trouver sa porte grande ouverte. Il sort alors son téléphone pour localiser sa position, mais est choqué de réaliser que Himekawa s'est déjà échappé du méga flotteur. Pendant ce temps, Himekawa retourne directement à Guam et lance un défi de minuit à Aldia. Elle exige que le dragon à 3 têtes vienne jouer. Mais la fille de Belantis sourit et dit qu'elle va d'abord jouer avec Himekawa. La bagarre éclate instantanément, mais chacun des coups d'Himekawa rebondit comme un pet dans un ouragan et en quelques minutes, Aldia a réussi à la capturer. Ses lames hybrides enferment Himekawa dans un labyrinthe où l'espace et le temps cessent simplement d'exister. Cela permet à Aldia d'écraser le corps d'Himekawa de l'extérieur, tandis que la pauvre fille hurle de douleur. Mais juste à ce moment, le reste des membres de l'équipage Amaterasu débarque. Aldia lâche immédiatement l'affaire pour affronter Yuri, donnant juste assez de temps à Kizuna pour réveiller Himekawa d'une gifle. Les yeux de la fille s'embunent dès qu'elle le voit, et quand elle demande pourquoi ils se sont donné la peine de la sauver, Kizuna répond que les camarades ne laissent pas les camarades derrière. Pendant ce temps, Ayin se jette aussi dans l'action, et Aldia saisit l'occasion pour exiger une présentation. Quand Ayin donne son nom, Aldia s'excite car elle jure qu'Ayin doit venir de l'empire de Belantis, mais Ayin insiste sur le fait qu'elle est une humaine née sur Terre à 100%. Pour vérifier si elle dit la vérité, Aldia récite un ancien serment impérial pour lui rafraîchir la mémoire, mais Ayin trouve cela irritant et commence à l'attaquer. Cependant, Aldia invoque à nouveau le dragon à 3 têtes et demande à Ayin de l'effacer avec son hybride cardiaque, 0. Mais dès que le monstre se matérialise, Himekawa essaie d'intervenir, mais comme son compte hybride est extrêmement bas, elle décide de reposer en paix juste à temps. Rare arrive en hélicoptère et largue la chambre de simulation à côté de Kizuna, afin qu'il puisse recharger son énergie en ravageant ses fesses généreuses. Alors il la prend rapidement dans ses bras, la traîne à l'intérieur, déjà impatient d'une friction alimentée par le traumatisme. Mais Himekawa commence à pleurnicher sur le désordre qu'elle a créé pour tout le monde. Kizuna lui demande sans détour pourquoi elle est obsédée par la défaite du dragon à 3 têtes, et elle finit par cracher le morceau. Lors de la deuxième collision, Himekawa était en charge de l'évacuation du flotteur de Tokyo lorsque le dragon s'est matérialisé et a incinéré tout sur son passage. Pendant des années, Himekawa s'était pavane comme la meilleure combattante du Japon, convaincue de pouvoir vaincre n'importe quel monstre. Mais voir le dragon à 3 têtes incendier tout le flotteur de Tokyo a brisé son illusion, et elle a commencé à se voir comme rien de plus qu'un fragile flocon de neige, rempli d'ego et de fierté. Himekawa avait l'habitude de paresser et d'assister à des fêtes au lieu de s'entraîner, mais après l'incident du dragon, elle est devenue une étudiante très disciplinée dans l'espoir de pouvoir rectifier son erreur et protéger les personnes dans le besoin. Mais même après tout ce passé, Himekawa n'a pas pu sauver ses concitoyens à l'époque et ne peut certainement pas sauver qui que ce soit avec son attitude agaçante maintenant. Espérant la féliciter férocement, Kizuna lui dit qu'elle a sauvé beaucoup de gens, y compris lui. Quand elle est venue à son secours lors de leur première rencontre dans les bois, tandis que Himekawa écoute patiemment, Kizuna lui dit qu'elle a sauvé d'innombrables vies, et la raison pour laquelle elle ne compte pas est qu'elle est une bonne personne au fond d'elle. Après cette sieste ennuyeuse, Kizuna lui dit de se préparer pour une bonne raclée, et Himekawa le laisse enfin jouer avec la restriction de ses seins. Tandis qu'Himekawa s'inquiète qu'il n'aime pas sa taille, Kizuna lui ment, affirmant que ses conteneurs valent la peine de mourir pour eux. Alors que son cœur hybride est sur le point d'atteindre son plein potentiel, Kizuna monte la température, laissant Himekawa baver de satisfaction. Cependant, pour activer son arme immorale, ils doivent accomplir un acte extrêmement obscène. Alors Kizuna utilise le simulateur et la transforme en file-chat. Il commence alors à lui attraper la queue comme un idiot, ce qui semble lui donner plus de satisfaction. Ce comportement sans père permet à Himekawa d'activer son arme immorale, et elle se transforme rapidement en sa forme de Nero. Puis, alors qu'elle entre sur le champ de bataille, Himekawa invoque son arme immorale appelée Gladius, et se remémorant le moment où elle n'a pas pu sauver l'orpheline, elle charge le dragon et l'élimine d'un seul coup. Pour la première fois, Aldia se sent menacée par son pouvoir et commence à attaquer Kizuna, mais le perdant commence à paniquer car son équipement hybride n'a aucune arme qu'il connaisse. Cependant, Kizuna réalise qu'il peut invoquer une lame et tente sa chance car après sa fusion avec les filles, il gagne aussi certains de leurs pouvoirs.
Ensuite, il s'associe à son harem et parvient à acculer Aldia à la soumission. Mais malheureusement, elle ouvre une porte et fait apparaître plusieurs vaisseaux Magitech pour se défendre. Au même moment, un grand sous-marin émerge, mais il s'avère que ce sont les unités hybrides cardiaques de l'Amérique qui arrivent en renfort. Quelques jets anti-aériens planent également dans le ciel en renfort. Et voyant cela, Rarity entrevoit une lueur d'espoir. Mais avant même que la bataille ne puisse commencer, le partenaire d'Aldia, Grable, lui demande de ramener son derrière à l'intérieur du vaisseau. Sans autre option, Aldia se retire à contre-cœur avec le reste de sa flotte, tandis que les membres d'Amaterasu sont laissés perplexes. Plus tard, les filles se moquent d'Himekawa pour avoir agi comme Mia Khalifa dans la chambre de simulation. Mais elle est gênée et commence à crier des mots comme une folle. Mais juste à ce moment, elles sont interrompues par l'arrivée des unités hybrides cardiaques américaines. Étant citoyenne américaine, Yuri salue la fille rousse comme son amie Scarlett, mais la fille dit à Yuri de rester à l'écart et qu'elle ne lui pardonnera jamais. Plus tard cette nuit-là, Ayin fait un rêve étrange où elle se trouve dans un lieu magique avec une énergie sombre et maléfique planant au loin. Elle porte une tenue de fée, et quand elle tend la main pour toucher son reflet portant la tenue d'Azira, le miroir se brise. Ayin se réveille en sursaut de ce cauchemar étrange au milieu de la nuit et repense au slogan qu'Aldia a crié pendant la bataille. Pendant ce temps, Aldia traverse le portail vers l'empire de Belantis et rapporte à Grable que la fille nommée Ayin contrôle maintenant l'équipement Magitech connu sous le nom de Zeros. De retour au quartier général, Shikina est dans son laboratoire quand elle reçoit un tuyau anonyme sur la façon de sceller les portes du portail. Et avec cette information, Rari pousse à une opération conjointe américano-japonaise pour reprendre Okinawa. Le lendemain, Kizuna déjeune avec Yuri lorsque le groupe des maîtres les rejoint. Scarlett, Gertrude et Sharon. Il s'avère qu'elles se sont inscrites à l'académie pour une mission conjointe. Et Scarlett veut se rapprocher de Kizuna afin de pouvoir obtenir une raclée glissante et augmenter son compte hybride aussi. Kizuna est stupéfait de voir des filles désespérées pour sa mayonnaise spéciale, mais Scarlett, elle, lui demande de passer un moment intime rien qu'avec elle. Voyant cela, Yuri manque de peu de se battre avec Scarlett pour avoir complètement gâché son rendez-vous avec Kizuna. Mais juste à ce moment-là, il aperçoit Ayin assise toute seule à une autre table. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les filles le tirent dehors et pressent leur courbe contre ses bras, se disputant bruyamment pour savoir qui d'entre elles sentira ses aisselles en premier. Pour régler cette dispute, elles visitent une salle d'arcade où elles se battent l'une contre l'autre, jouent à des jeux de tir et même s'affrontent sur la piste de danse. Mais les amis finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par faire match nul. Même quand toutes les deux sont trempées de sueur, elles veulent absolument continuer le concours. Mais assez vite, elles se calment et se dirigent vers un magasin de vêtements pour essayer des maillots de bain plutôt révélateurs. Kizuna est surpris que même les maillots de bain soient assortis en couleur. Mais juste à ce moment-là, Scarlett ouvre le maillot de bain de Yuri et traîne Kizuna dans une cabine d'essayage complètement différente. Elle le plaque ensuite contre le mur comme l'Undertaker et essaie de le convaincre de s'amuser un peu avec elle. Et quelques secondes plus tard, elle prend une position que la plupart des gars adorent, vous savez. Pendant que Kizuna panique devant sa franchise, Scarlett commence à recharger son équipement hybride tranquillement. Mais juste à ce moment-là, Yuri entre et les prend sur le fait en flagrant délit. Quelques instants plus tard, les trois s'assoient pour discuter un peu. Mais Yuri ne supporte absolument pas la présence de Scarlett et décide de partir. Kizuna suppose qu'elle et Scarlett devaient être de très bonnes amies par le passé, puisqu'elles ont exactement le même score à chaque jeu, sans exception. Cependant, Scarlett le nie rapidement et dit que Yuri est une personne horrible qui les a traités comme de simples pions dans les batailles passées. Elle explique que leur escouade a rencontré un draguerie il y a des années de cela, et qu'aucun d'entre eux ne pouvait le gérer seul, absolument pas. Yuri les a tous envoyés en premier pour l'épuiser, puis est arrivé à la toute fin pour s'attribuer tout le mérite rien que pour elle. Cependant, Kizuna ne croit absolument pas à cette histoire car la Yuri qu'il connaît n'agirait jamais comme ça. Mais Scarlett dit qu'elle ne se soucie pas de le convaincre et retourne au dortoir, sans un mot de plus. Juste à ce moment-là, Yuri retourne au parc, et quand Kizuna lui demande si l'histoire est vraie, elle répond qu'il y a différentes facettes à la même vérité, vous savez. De l'autre côté du monde, Aldia et Grable reçoivent un accueil des plus chaleureux des habitants de Belantis et sont traités comme de véritables rois. Mais deux combattants de l'Empire, Rhaegar et Vard, sont clairement furieux de toute l'attention qu'ils reçoivent de la part des gens. Quelques heures plus tard, Aldia et Grable profitent d'un dîner chic et raffiné pour célébrer le fait d'être enfin ensemble. Elles parlent de leur ancienne bataille où elles se sont laissées mutuellement des cicatrices durables, mais cela se transforme vite en un comportement sans père dans leur chambre, vous savez. Les filles explorent chaque partie du corps de l'autre sans aucune retenue, échangeant des vire-langues et du guac-guac pendant des heures, remplissant la pièce de fluide corporel malodorant, vraiment. De retour à l'académie, Sylvia donne à Kizuna des cookies qu'elle a préparés elle-même en regardant un tutoriel sur YouTube. Voyant tout son dévouement, Kizuna commente qu'elle deviendra une excellente épouse, mais cela lui fait réaliser que Kizuna veut l'épouser, c'est clair. Peu de temps après, Kizuna passe devant la chambre d'Ayin et la voit s'énerver parce qu'elle ne trouve absolument aucune information sur sa vie avant l'académie. Le pervers entre et lui offre gentiment des cookies, mais Ayin lui dit de se taire, tout simplement. Juste à ce moment-là, son estomac gargouille bruyamment comme un renflex et elle finit par céder et les mange enfin. Mais même en mangeant les délicieux cookies, Ayin a l'air vraiment en colère pour une raison quelconque et dit à Kizuna de juste demander tout ce qu'il a en tête sans hésiter.
Cependant, Kizuna dit qu'il ne fouillera pas à moins qu'elle n'ait vraiment envie de partager. Cela fait ressentir à Ayin un picotement chaud entre ses jambes et Kizuna ajoute qu'il l'écoutera se défouler pendant des heures et des heures si elle le laisse toucher ses endroits spéciaux à nouveau bien sûr. Mais juste au moment où ils sont sur le point de se tenir la main, les sirènes retentissent à nouveau dans toute l'académie et Grable saute du cuirassé comme un acteur de Bollywood, vraiment. Alors que Gertrude mène les équipes pour faire face à l'ennemi, Grable exige qu'il rende les héros et la femme qu'il utilise sans le moindre combat. Cependant, quand Sharon tire un coup de loin, Grable réalise que parler est totalement inutile et élimine des dizaines d'unités en quelques secondes seulement. Au moment où Amaterasu arrive, la zone ressemble au village de Konoha après la guerre avec Akatsuki. C'est impressionnant. Au même moment, Scarlett voit ses amis blessés et charge l'ennemi imprudemment sans réfléchir. Malheureusement, la petite rousse n'est pas de taille face à Grable, qui est sur le point de l'achever. Mais juste à ce moment-là, Kizuna saute devant et encaisse le coup comme un véritable Giga Chad. Amaterasu la combat directement, mais Himekawa et Yuri sont toutes deux jetées de côté comme de simples insectes. La Scarlett en colère tente une autre attaque, mais elle finit aussi détruite malheureusement. À ce stade, seul Ayin et ses héros restent sur le terrain, et Grable se rapproche pour le coup final décisif. Cependant, Kizuna se relève espérant protéger sa fille, mais il est repoussé comme une balle de golf, loin, très loin. Grable en vient finalement au fait et offre à Ayin une place dans son empire si elle veut se souvenir de son passé avant l'académie bien sûr. D'autre part, Kizuna se force à combattre Grable à nouveau, mais juste à ce moment-là, elle remarque que son énergie est faible et se retire rapidement, planifiant de revenir pour les zéros la prochaine fois, c'est certain. Mais dès qu'elle part, Kizuna s'évanouit d'épuisement et de blessures, alors Rare ordonne à son personnel d'envoyer des équipes de secours sur le champ de bataille immédiatement, sans tarder. Quelques semaines plus tard, Shikina informe l'escouade de tous les dégâts causés par Grable. Comme la bataille a eu lieu dans une zone commerciale pendant un jour férié, ils ont eu de la chance car seuls quelques soldats ont perdu la vie ce jour-là, heureusement. Juste à ce moment-là, Kizuna entre dans la pièce avec une énergie de Jigbeak et tout le monde est ravi de le voir après sa convalescence, vraiment. Avec tout le monde d'Amaterasu réuni pour un briefing, Rare explique que Grable est bien plus forte qu'Aldia et qu'il est assez clair qu'elle en voulait à Ayin et à son équipement hybride de cœur, les zéros. Pour une raison inconnue, et c'est intéressant, même Ayin elle-même n'a aucune idée pourquoi il la cible, et Kizuna se sent un peu désolé pour elle. De plus, Rare explique que pour reconquérir le Japon continental, ils doivent fermer les portes de Tokyo et d'Okinawa, absolument. Mais Grable bloque actuellement leur chemin car ce nouvel ennemi est ridiculement puissant, c'est un fait. Ils auront besoin d'un tout nouveau type d'hybride appelé l'hybride connectif pour l'abattre. Personne dans la pièce n'en a jamais entendu parler, absolument personne. Alors Rare clarifie que pour qu'un combattant atteigne cet état, Kizuna doit en gros écraser 2 dumpers à la fois, c'est ça. Yuri semble aimer l'idée d'un combo SmackDown, mais Himekawa est complètement contre, absolument. Voyant cette réaction, Riri explique aux étudiants que l'hybride connectif lie 3 corps hybrides de cœur ensemble, leur accordant le pouvoir ultime que le monde ait jamais vu, vraiment. Comme cela n'a jamais été essayé auparavant, Himekawa soutient qu'elle ne veut pas le faire avec une autre fille. Mais Shikina l'assure que parfois même un acte profond d'amitié peut déclencher un hybride connectif, c'est possible. Apparemment, la seule façon pour Amaterasu de battre Grable est de fusionner leurs pouvoirs obscènes ensemble comme une bande de chiens errants, créant ce qui pourrait devenir une arme légendaire, l'arme morale, vous savez. Entendant cela, Kizuna décide de clapper Yuri et Scarlett en premier, sachant qu'elles partagent une histoire solide et une paire robuste de Juggernaut, c'est certain. Pendant ce temps, Scarlett et Sharon se tiennent devant la chambre d'hôpital de Gertrude, car la pauvre fille a été gravement blessée par Grable quelques jours plus tôt, malheureusement. Juste au moment où Scarlett commence à se blâmer pour l'état de Gertrude, Kizuna l'appelle par les communications et lui demande de le rencontrer pour un tout nouvel exercice d'entraînement. Scarlett accepte, mais elle n'était absolument pas préparée à s'asseoir dans une baignoire avec Yuri et Kizuna. Elle est gênée de partager un bain et se couvre de ses mains. Mais Yuri se glisse plus près de Kizuna et presse ses contenants contre lui juste pour taquiner Scarlett bien sûr. Son idée fonctionne parfaitement et Scarlett saute directement sur ses genoux. D'en haut, Yuri se joint aussi et les trois se transforment pratiquement en un sandwich humain alors que Kizuna les câline toutes les deux, tendrement. Cet acte stupide de frotter 3 corps ensemble provoque une lumière aveuglante qui jaillit de leur vaisseau, leur donnant à tous une fin heureuse légendaire. C'est incroyable. Mais comme les filles veulent toujours plus d'action après avoir rechargé leur cœur hybride, Yuri se déballe et Scarlett fait de même, bien sûr. Cependant, Scarlett perd son équilibre d'une manière ou d'une autre et tombe directement sur les genoux de Yuri, rendant la situation encore plus gênante, vous savez. Yuri bien sûr suppose que c'était intentionnel et se souvient comment Scarlett la suivait partout et l'appelait Senpei à l'époque. Juste à ce moment-là, la chambre de simulation commence à montrer des flashbacks de quand elles étaient des amies proches. Et Kizuna révèle qu'il a demandé à Shikina de charger ses clips pour raviver leur amitié perdue, c'est son but. Voyant tous leurs souvenirs et émotions rejouer devant ses yeux, Scarlett est frappée par la nostalgie et serre Yuri dans ses bras, réalisant qu'elle n'est pas le genre de personne à trahir ses camarades, vraiment. En plus de cela, Kizuna clarifie leur principal malentendu, assurant à Scarlett que Yuri n'avait absolument aucune idée qu'un draguerie apparaîtrait ce jour-là. Finalement, Yuri partage sa version de l'histoire, sa vérité. Il s'avère que l'ennemi avait lancé des missiles dans une zone densément peuplée, et Yuri ne voulait pas que son escouade assiste au massacre, c'est pourquoi elle a envoyé Scarlett et les autres en avant
pour les protéger. Cependant, Yuri admet que même si elle ne les a pas utilisés comme de simples pions, elle a pris le mérite du coup final et l'a utilisé pour devenir la meilleure combattante d'Amérique pendant la guerre, c'est vrai. Malgré cela, Scarlett se souvient comment Yuri a été blessée en combattant d'autres ennemis et a quand même risqué sa vie pour la sauver, ce qui aide Scarlett à lui pardonner, enfin. Avec leur bagage émotionnel enfin au repos, toutes les deux tournent leur attention vers Kizuna qui leur donne un finger spécial jusqu'à ce que leur arroseur hydrate toute la pièce complètement. Après le climax, les trois réussissent à atteindre l'hybride connectif et reçoivent l'ordre de lancer une opération immédiate pour vaincre Grable, sans tarder. Pendant ce temps, Grable et Aldia attendent l'attaque d'Amaterasu et sont accueillis par Ain, qui affronte seule les armes Magitech courageusement. Elle demande à Grable pourquoi elle a proposé de l'emmener à Batlantis, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Yuri et Scarlett s'invitent à la fête sans prévenir. Elles envoient Ain garder l'entrée et bombardent Grable avec des dizaines de missiles à tête chercheuse, sans relâche. Aldia les bloque facilement avec son bouclier, mais Yuri sort son arme immorale pour la toute première fois et charge en avant avec force. Aldia bloque à nouveau, mais cette fois, Yuri a gagné une puissance immense de ses knockers et finit par briser son bouclier, tandis qu'Aldia tombe inconsciente sans un bruit. Grable émerge de la fumée complètement indemne et jure d'utiliser toute sa puissance contre eux sans retenue. Elle tire ensuite sa propre arme immorale et lance un faisceau massif, mais Kizuna arrive juste à temps pour le bloquer, heureusement. Le reconnaissant de leur précédente rencontre, Grable se renforce une fois de plus, mais Kizuna active un nouveau mode dans son équipement et emmène le combat dans le ciel, très haut. Avec ce mode, Kizuna est pratiquement imbattable car on dirait qu'il porte une unité militaire entière dans sa poche arrière, c'est fou. Alors que les deux s'affrontent en plein air, il semble que Grable pourrait réellement briser son bouclier à tout moment. Dans ce moment désespéré, Kizuna parvient à invoquer les missiles à tête chercheuse de Scarlett et la repousse loin. Alors qu'ils tombent tous les deux en chute libre, Kizuna est rattrapée en plein air par Scarlett. Et même si Grable est gravement blessée, elle est plus préoccupée par la sécurité d'Aldia, alors elle porte sa partenaire et s'en va, donnant à Amaterasu la chance de fermer toutes les portes d'Okinawa enfin. La bataille enfin gagnée, Yuri et Scarlett ne peuvent s'empêcher de louer Kizuna pour sa bravoure, tandis que Himekawa n'arrive toujours pas à croire qu'il est couché avec deux filles en même temps. C'est incroyable. D'autre part, Ain se perd dans ses pensées, se demandant quelle est sa véritable identité, au fond d'elle. Quelques jours plus tard, Shikina explique que deux méga flotteurs, un du Japon et un d'Amérique, gardent actuellement leur ville côtière. C'est important. Cependant, Rare a de plus grandes ambitions, après avoir libéré Guam et Okinawa, bien sûr. Elle prévoit de passer au Japon continental et ordonne à l'escouade Amaterasu de se préparer pour une opération massive, avec Tokyo comme prochaine cible, c'est clair. Plus tard, Kizuna présente ses idées pour le menu de la cafétéria à une classe de garçons pour le prochain festival scolaire, mais aucun d'entre eux ne semble même à distance intéressé par ses idées, pas du tout. Réalisant que les garçons ont besoin d'un peu plus de motivation, Kizuna leur montre un hologramme des filles Amaterasu, sans aucun vêtement, ni même couvrant leurs identités, c'est osé. Kizuna explique qu'il a créé ces images en utilisant les données de la salle de simulation et leur montre même un graphique thermique des zones les plus sensibles dans le vaisseau d'une fille. La présentation transforme toute la classe en un mur de briques collectif, c'est impressionnant. Et Kizuna continue d'expliquer comment l'emplacement joue également un rôle majeur pour rendre une fille confortable, vous savez. À ce stade, les garçons se demandent si Kizuna est une sorte de super dragueur, mais le perdant lui-même s'en fiche complètement. Pas vrai. Pour aggraver les choses, il leur montre même des images enregistrées de quand il a clapé Himekawa au milieu d'une bataille. C'est incroyable. Mais avant que quiconque ne puisse finir de baver, Himekawa fait irruption dans la salle de classe dans son costume de Nero, effraie les dégénérés et transforme toute la classe en une mine de charbon, littéralement. Pendant ce temps, Riri regarde tout le festival à travers les caméras de sécurité et voit Himekawa poursuivre Kizuna pour son coup ridicule, c'est fou. Plus tard, Kizuna, contusionnée, rencontre Yuri qui lui fait remarquer que le bandage sur son visage a l'air plutôt cool en fait. Cependant, il l'ignore car il ne veut pas embarrasser davantage Himekawa, c'est clair. Elle le réprimande immédiatement pour ses bêtises en classe, mais personne dans cette école ne se soucie plus de la dégénérescence, vraiment. Cependant, elle mentionne ensuite qu'il est temps pour leur répétition musicale, et qu'Ain est porté disparu, c'est un problème. Kizuna vérifie s'ils ont fouillé tous les principaux lieux de rencontre, et quand les filles insistent qu'elles l'ont fait, il se porte volontaire pour trouver à lui-même et la ramener sur le terrain du festival, sans tarder. En chemin, il rencontre Gertrude, qui se remet encore de son combat avec Grable, et se déplace maintenant en fauteuil roulant, malheureusement. Après avoir pris de ses nouvelles, il demande si elle a vu Ain, mais la pauvre fille peut à peine voir au-delà de sa raquette gauche, c'est triste. Quelques instants plus tard, Kizuna tombe sur un groupe de filles répétant une scène de film d'horreur, mais elle panique à la vue de ce type effrayant et commence à crier comme des programmeurs trop caféinés, vraiment. Juste à ce moment-là, Sylvia apparaît en faisant semblant d'être un fantôme et tombe sur Kizuna. Il décide immédiatement de l'utiliser comme remplaçante pour Ain si elle ne se présente pas, c'est une bonne idée. Sylvia n'a jamais refusé les ordres de Kizuna, alors après avoir réfléchi quelques secondes, elle accepte de rejoindre le groupe Amaterasu sans hésiter. Alors que Kizuna continue sa recherche, il rencontre la meilleure ingénieure de l'académie, Momo, qui le force à tester un nouveau prototype de rail sur lequel elle travaille, sans relâche. Malheureusement, le canon est toujours en version bêta et il explose juste au visage de Kizuna, c'est terrible. Après avoir fouillé chaque recoin pour
à In, Kizuna trouve Shikina dans une cabine privée, vendant des magazines humides avec des photos de lui et des filles Amaterasu. C'est surprenant. Mais quand il demande si elle a vu Ain, Shikina griffonne silencieusement sur un bloc-notes disant qu'elle n'a absolument aucune idée. Plus tard, Kizuna vérifie le café de Scarlett espérant qu'Ain pourrait être là, mais la fille est littéralement introuvable, nulle part. Il s'avère que le café était juste une autre distraction inutile. Alors le désespéré Kizuna finit par s'asseoir près d'une fenêtre, attendant et espérant qu'Ain apparaîtra, enfin. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, Grable est enchaîné et étiqueté traître pour avoir attaqué la Terre sans permission et garder des informations sur les zéros pour elle-même, c'est grave. Une fois la punition terminée, Xel'Shinon, la souveraine de Batlantis, déclare qu'il est temps d'attaquer le continent et de récupérer les zéros, même si cela signifie détruire tout le flotteur, entièrement. Malgré le risque encouru, Grable fait une déclaration audacieuse disant à son patron que les civils ne devraient pas être blessés. C'est important. Cela fait lever un sourcil à Zelchon sous le choc et elle ordonne à ses hommes de punir Grable en la suspendant comme une dinde de Thanksgiving et en la fouettant jusqu'à ce que sa peau se désintègre pratiquement à l'intérieur. C'est horrible. Son corps, Grable fait de son mieux pour l'endurer, s'accrochant à la croyance qu'Aldia viendra la sauver un jour. Mais ses espoirs s'effondrent complètement quand elle apprend qu'Aldia a déjà été soumise à un lavage de cerveau pour devenir l'ordinateur portable loyal de Xelkion. C'est terrible. Après avoir extrait des informations cruciales de Grable, Xelchion rassemble une escouade de méchants outsiders d'avant pour envahir ce qu'ils appellent la Lémurie et récupérer le pouvoir des zéros, c'est leur but. Mais juste au moment où elle est sur le point de partir, Xelkion est arrêté par le docteur, de manière inattendue. Nayuta et son assistante, de retour sur Terre, c'est l'heure du concert, mais Ain est toujours porté disparu, alors il décide que Sylvia montera sur scène à la place, c'est un fait. Kizuna abandonne finalement la recherche, seulement pour trouver Ain assise seule dans une salle de classe vide, complètement seule. Il lui demande pourquoi elle a l'air si abattue, et Ain révèle que tous les souvenirs qu'elle a récupérés jusqu'à présent suggèrent qu'elle n'appartient pas à ce monde. C'est terrible, la confusion la ronge. Alors elle dit à Kizuna de s'abstenir de la clapper davantage pour l'instant. Mais Kizuna veut l'aider à se libérer de son traumatisme, et essaie de la convaincre de lui donner une autre chance, une dernière. Alors que le concert démarre sur scène, Kizuna commence à drainer les fluides des airbags d'Ain. Mais pendant ce chaos euphorique, elle commence à avoir des flashs de souvenirs fragmentés de son passé, c'est étrange. Ain n'a aucune idée de ce qui lui arrive, et il semble qu'elle souffre intensément, vraiment. Mais avant que Kizuna ne puisse la réconforter, Rare le contacte et signale une attaque ennemie massive sur le continent, lui ordonnant d'assembler une escouade de combat immédiatement sans tarder. Juste quelques minutes plus tard, alors que les combattants d'Amaterasu s'élèvent dans le ciel pour affronter les troupes ennemies, Kizuna est stupéfait quand il aperçoit sa mère, le docteur, Nayuta, debout à bord du cuirassé ennemi, c'est incroyable. Alors que Kizuna atterrit sur le cuirassé ennemi pour confronter sa mère, personne ne peut comprendre pourquoi elle est apparue après tant d'années, c'est un mystère. Nayuta salue son fils comme un partenaire commercial, laissant Kizuna complètement déconcerté tandis que Yuri se demande s'il devrait intervenir ou pas. Himekawa croit qu'il est préférable de laisser Kizuna gérer cela seul, pour l'instant. À l'intérieur du cuirassé ennemi, le docteur. Nayuta révèle que cela fait 7 ans et 21 jours qu'elle n'a pas vu Kizuna et explique qu'elle a dû aller à l'Empire de Batlantis pour compléter sa recherche, c'est son explication. Mais Kizuna n'est pas sur le point de la laisser s'en tirer si facilement, exigeant des réponses à toutes les questions qui s'accumulent dans sa tête quand il demande ce qu'elle fait sur un navire ennemi en fait. Nayuta répond calmement qu'elle fait simplement du travail de terrain, rien de plus. À ce moment-là, Kizuna se remémore sa dernière rencontre avec sa mère et affirme qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit éclaircir avec elle, absolument. Il lui demande de retourner à Ataraxia, mais Nayuta refuse, disant que sa recherche est toujours incomplète pour l'instant. À ce stade, même Rare intervient par les communications, exigeant avec colère de savoir pourquoi elle aide l'ennemi, c'est inacceptable. Mais Nayuta lui dit qu'elle ne peut pas révéler d'informations sensibles à une bande d'idiots. C'était la goutte d'eau pour Rare, et elle ordonne à Kizuna d'enlever sa mère, mais il s'avère qu'il parlait à son hologramme tout ce temps en fait. Son propre sang la supplie de réponses. Pourtant, Nayuta leur dit seulement de venir à Tokyo s'ils veulent la voir en chair et en os, puis disparaît plus vite que votre salaire le jour de paix. C'est fou. Dès qu'elle part, l'escouade est attaquée par une créature d'apparence agaçante appelée Ragur et son pilote Magitech démon avant que le combat ne puisse s'intensifier. Vraiment, le cuirassé fait soudainement demi-tour et commence à s'éloigner, laissant Rigger se fulminer de frustration, c'est clair. Nayuta lui dit que leur seul but était de parler, et capturer les zéros n'a jamais fait partie du plan, absolument pas. À ce moment-là, Bard demande s'ils iront toujours à Tokyo malgré le risque d'une embuscade, et Aida dit avec confiance qu'ils le feront très certainement, sans aucun doute. De retour au quartier général, Rare explique que le plan pour reprendre Tokyo pourrait avoir été un piège, et la révélation choque tout le monde dans la pièce, c'est certain. Elle révèle avoir reçu un tuyau anonyme sur la façon de restaurer les comptes de cœur hybrides et de fermer les portes, et toutes les preuves pointent vers le docteur Nayuta comme étant derrière cela, c'est clair. Mais même si Tokyo pourrait être un piège, ils n'ont pas d'autre choix que d'y aller puisqu'il n'y a pas
pas d'autres pistes, vraiment. Ai-Yin déclare fermement qu'elle suivra les ordres quoi qu'il arrive, puis quitte la pièce, hantée par les souvenirs douloureux qui ont refait surface après avoir été vaincus par Kazuna. Pendant ce temps, Rare dit à Kazuna de choisir un nouveau membre d'Amaterasu car ils ont besoin de plus de puissance de feu pour gagner cette guerre. Elle sait que quiconque il choisira risquera sa vie et lui tend une liste de candidats qualifiés afin qu'il puisse décider qui recruter ensuite. Après un examen approfondi, Kizuna approche Sylvia et lui demande de devenir une pilote hybride de cœur car elle a l'aptitude pour cela. Sylvia est ravie de l'opportunité, mais Kizuna lui conseille de bien réfléchir car la mission pourrait lui coûter la vie. Cependant, la jeune fille interprète mal son inquiétude comme un manque de confiance en ses capacités et s'enfuit dramatiquement sans donner de réponse. Kizuna finit par la rattraper et lui explique qu'il ne veut simplement pas que quelqu'un qu'il aime meure. Sylvia révèle qu'elle a toujours voulu rejoindre Amaterasu pour retrouver ses parents, disparus à Londres, et supplie Kizuna de la laisser faire. Voyant la détermination dans ses yeux, Kizuna l'emmène à la chambre de simulation et lui montre le cœur qu'il est sur le point de lui installer. Sans hésitation, elle lui dit d'y aller et de faire ce qu'il doit. Plus tard, alors que Sylvie se rétablit, Kizuna jure de la protéger, elle et tous les autres, par tous les moyens nécessaires. La veille de la mission, Momo arrive avec des fusils anti-Magitech et des Railban pour le groupe des maîtres, et Scarlett est confiante qu'avec cet armement, ils pourront reprendre Tokyo. Pendant ce temps, Kizuna remarque Ai-Yin regardant la mer et lui rappelle qu'il est temps pour sa dose quotidienne de pompe à friction. Mais la jeune fille lui dit qu'elle ne le laissera plus jamais approcher de son vaisseau. Ai-Yin admet que c'était une erreur de pleurer dans ses bras, à cause d'un rêve étrange, et insiste sur le fait qu'elle ira bien seule, bien qu'au fond, elle ne dise cela que pour qu'il cesse de s'inquiéter. Ailleurs, Himekawa dit à Yuri qu'elle avait initialement peur de retourner dans sa ville natale, mais Kizuna l'a fait se sentir chez elle, même au milieu d'une bataille. Yuri admet que son Monster Truck est quelque chose d'autre, disant que cela lui a fait réaliser qu'il est acceptable de compter sur les autres. Quelques instants plus tard, Kizuna visite la salle d'opération où son cœur a été installé pour la première fois et se souvient du moment où il a vu Ai-Yin pleurer. Il lui avait demandé pourquoi elle était triste et une jeune Ai-Yin lui avait dit qu'elle ne se souvenait de rien de son passé. Kizuna a promis de l'aider à retrouver ses souvenirs et se rappelle aussi à quel point elle était têtue autrefois. Le lendemain, alors que l'escouade se prépare à partir pour Tokyo, les sirènes de l'académie commencent à retentir et de gigantesques robots extraterrestres commencent à escalader le vaisseau. Tout le personnel de la ville se met en état d'alerte maximale et un instant, il semble que les extraterrestres submergent les défenses anti-missiles. Scarlett tranche les robots envahisseurs avec son arme et dit aux membres d'Amaterasu de se diriger vers Tokyo pendant qu'elle reste derrière pour défendre l'académie. Réalisant que c'est la meilleure marche à suivre, l'escouade enfile sa tenue et décolle comme des super-héros, tandis que Rare s'inquiète discrètement de la fin de cette opération. En chemin, il rencontre plusieurs drones mécaniques et Kizuna dit aux filles de s'en tenir au plan. Alors qu'ils se séparent, Kizuna vole extrêmement près de l'océan et remarque à quel point le ciel est rempli d'ennemis. Cela lui fait réaliser que rester bas est l'approche la plus sûre. Alors il plonge dans un tunnel de train abandonné pour éviter d'être détecté. Une fois à l'intérieur, il installe des points de signalisation dans toute la ville, permettant à l'équipe technique du quartier général de recevoir les coordonnées de Tokyo. Finalement, Rare peut déployer les unités de plafond pour fermer toutes les portes, et le groupe des maîtres est envoyé pour les escorter. De l'autre côté, Kizuna émerge des tunnels dans la rue principale, se préparant à une ville grouillant de robots extraterrestres. Au lieu de cela, il est choqué de trouver une métropole animée pleine de gens joyeux, vaquant à leurs occupations comme si de rien n'était. Certaines personnes font même la queue pour acheter des provisions et des décorations de Noël. Un instant, on dirait que l'invasion extraterrestre n'a jamais eu lieu, comme si toute la destruction et le chaos n'avaient été qu'un mauvais rêve. Mais cette illusion se brise instantanément lorsque Kizuna entend quelqu'un l'appeler par son nom. Levant les yeux, il aperçoit sa mère, Nayuda, debout au sommet d'un bâtiment avec son assistant, Bard. Frustré, Kizuna exige que sa mère arrête de jouer et explique ce qui se passe réellement. Puisque Tokyo était censée avoir été détruite il y a 7 ans, il ne peut pas comprendre comment tout est soudainement revenu à la normale. Le voyant perdre la tête, Nayuda met finalement fin à l'illusion et en quelques secondes, la ville retrouve sa véritable forme, ruinée et sans vie. Elle explique ensuite qu'elle a utilisé la magie pour lui montrer un reflet de ce à quoi Tokyo ressemblait autrefois. Malgré cette explication, Kizuna remarque toujours des gens dans les rues souriant et célébrant, complètement inconscients de leur environnement. Alors Nayuda clarifie que la magie de l'illusion ne l'a exclu que lui, ce qui signifie que tous les autres sont toujours piégés dans son rêve artificiel pour l'éternité. Tandis que Kizuna écoute incrédule, Nayuda explique nonchalamment que le phénomène lui permet d'absorber l'énergie vitale des gens, qu'elle convertit en magie et envoie à Batlantis pour fabriquer un iPhone. Nayuda explique qu'elle prévoit d'extraire l'énergie vitale de chaque pays, transformant la planète entière en une immense ferme de récolte d'énergie. Enragée par son insensibilité, Kizuna lui crie dessus, exigeant qu'elle arrête de jouer avec des vies innocentes.
Il la supplie de retourner à Ataraxia et de leur apprendre comment retirer les cœurs implantés dans leur poitrine. Mais Nayuda admet qu'elle ne sait pas comment car elle n'a pas créé les cœurs en premier lieu. Selon elle, les Hard Hybrid Gear sont de rares artefacts d'un autre monde et elle a simplement construit un système qui permet aux humains ordinaires de canaliser leur énergie vitale à travers eux. Réalisant qu'il pourrait ne jamais pouvoir sauver tout le monde, Kizuna s'effondre un instant avant de se jeter sur Nayuda de colère. Mais juste au moment où son coup de poing est sur le point de toucher, Vard le rattrape comme un ballon de basket et le projette contre un bâtiment voisin avec une force inhumaine. À ce moment-là, Riggers arrive avec des renforts, forçant Kizuna à battre en retraite afin que des civils innocents ne soient pas pris entre deux feux. Il attire ensuite les ennemis vers une zone déserte où une bataille intense commence. Juste au moment où il est acculé, l'escouade Amadoressiu arrive pour le soutenir et le vrai combat commence. Pendant ce temps, l'escouade des maîtres est occupée à sceller les portes lorsqu'elle détecte une énorme poussée d'énergie magique et se prépare à défendre son équipement. De l'autre côté du champ de bataille, Ragors maîtrise Himekawa et Yuri en quelques secondes, laissant Ain l'affronter seule. Ain jette tout ce qu'elle a sur l'ennemi, poussant son équipement à la limite, mais elle est clairement dépassée face à ses seins de taille moyenne. Mais lorsque Ragor se prépare à porter le coup final, un faisceau blanc éclatant jaillit du ciel, frappant Ragor et interrompant l'attaque. Un nouveau mecha descend d'en haut, piloté par Sylvia dans son équipement hybride de cœur fraîchement installé, Taros. Elle dit avec confiance à Kazuna de reculer et promet qu'elle ne laissera personne faire du mal à ses amis. Bien que nouvelle au combat, Sylvia se bat avec une précision incroyable. Ses attaques sont féroces et une par une, elle porte des coups directs à Rhaegar, endommageant son robot et blessant son visage. À un moment donné, Riggers trébuche, incapable de comprendre comment une recrue pourrait la vaincre. Humiliée et furieuse, elle déclare qu'elle préférerait mourir plutôt que de perdre face à une simple amatrice et active le mécanisme d'autodestruction de son mecha. Sylvia éjecte rapidement Riggers de sa machine, mais il est trop tard car le robot se lance verticalement et détonne, créant une explosion massive capable d'effacer toute la région. Depuis la tour de contrôle, Rar regarde impuissant, sachant qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter l'explosion. Mais Sylvia refuse d'abandonner et active son arme immorale appelée Titania. En quelques secondes, Sylvia invoque une figure divine colossale dans le ciel, entourée d'un vide lumineux en forme de cercueil. Cette construction massive génère un champ gravitationnel suffisamment puissant pour consumer l'explosion elle-même. En quelques secondes, l'onde de choc dévastatrice est absorbée dans le vide, neutralisant complètement la menace et Sylvia sauve des millions de vies avec une seule manœuvre époustouflante. Pendant ce temps, Nayuta observe le spectacle depuis un arbre, prenant des notes aux côtés de Vard. Elle affirme qu'elle a hâte de revoir son fils, mais sur le champ de bataille, la situation est complètement différente. Avant que l'escouade ne puisse reprendre son souffle, de nouvelles armes Magitech apparaissent à l'horizon. Voyant que les membres d'Amaterasu sont complètement épuisés, Rar décide de leur envoyer une chambre de simulation portable pour un plan d'urgence de pompe et décharge. Puisque le compte hybride d'Himekawa est le plus bas, Kizuna la prend en premier, tandis qu'Ain regarde de l'extérieur, discrètement jalouse d'elle. Même au milieu d'une bataille acharnée, des flashs du champagne qui sautent de Kizuna traversent son esprit, faisant rougir ses joues d'embarras. Pendant ce temps, à l'intérieur de la chambre, Kizuna se concentre sur la restauration de l'énergie d'Himekawa par synchronisation physique. Leurs corps bougent en synchronisation et la chambre de simulation brille avec l'augmentation de la production d'énergie. Lorsque la synchronisation d'Himekawa est terminée, elle et Kizuna sortent de la chambre, seulement pour être accueillies par Yuri qui les taquine. Elle plaisante en disant qu'Himekawa met toujours une éternité à se recharger et se demande si elle est plus polyvalente que Bonnie Blue. Cependant, Himekawa est gênée et affirme qu'elle ne participe à ces actes que parce que c'est vital pour la survie de l'humanité. Avant que quiconque ne puisse répondre, Ain l'approche et le traîne de nouveau à l'intérieur de la chambre de simulation. Son ton est sérieux cette fois, et elle veut que Kizuna lui disloque le dos, affirmant que c'est le seul moyen d'activer son arme immorale. Juste à ce moment-là, la pièce se transforme en salle de classe, et il semble que le fantasme d'Ain soit d'être rempli de mayonnaise en classe, de tous les endroits. Kizuna ne perd pas de temps à expliquer ces étranges fantasmes et commence immédiatement à vider ses conteneurs d'énergie, ignorant complètement les autres étudiants qui passent devant eux. Tandis que toute la classe est assise tranquillement, Kizuna se sent satisfait. Après tout, le fantasme d'Ain a toujours été de surmonter ses peurs. Juste au moment où ils deviennent coquins, le professeur appelle Ain au tableau pour résoudre un problème et un instant, Ain était mortifié parce que ses fesses sont visibles sous un certain angle. Cependant, l'embarras l'excite étrangement, ce qui finit par augmenter son compte hybride. Dehors, Yuri contacte Celia pour prendre de ses nouvelles, seulement pour découvrir qu'elle aussi est tombée sous le contrôle mental de Xelxion. Quelques instants plus tard, Yin se plaint qu'elle a besoin d'un rapide et ne peut plus se retenir. Mais la sadique en question transforme toute la pièce en auditorium, avec toute l'académie face à eux, impatiente de voir Ain jaillir d'entre ses jambes. Même si elle est sur le point d'atteindre le climax, Ain ne parvient pas à se concentrer.
alors qu'une tempête d'émotions déferle en elle. Cependant, lorsque Kizuna lui dit que tout ira bien tant qu'ils sont ensemble, Ayin se lâche enfin. Cela l'envoie dans une toute autre réalité pendant un certain temps. Mais quand elle se réveille, Kizuna lui dit que son hybride de climax a échoué. Le premier instinct d'Ayin est de se blâmer d'avoir interrompu le processus plusieurs fois, mais Kizuna lui dit que ce n'est pas vrai. Quand ils sortent enfin de la chambre, après quelques heures, ils sont choqués de trouver tous leurs amis, y compris Sylvia, vaincue par la nana de Xelkion. Juste à ce moment-là, Zelchinon apparaît et se présente comme la capitaine de la garde royale. Elle explique qu'elle a piégé les filles dans une profonde transe hypnotique, forçant leurs âmes à se battre pour leur survie à l'intérieur de leurs propres esprits. Dans son illusion, Himekawa se réveille dans un Tokyo désolé. Un dragon à 3 têtes se dresse devant elle, tandis qu'une petite fille l'accuse d'avoir détruit la ville. Bientôt, les ombres des morts commencent à ramper hors des décombres, se rapprochant d'elle alors que la culpabilité et l'horreur la consument. D'autre part, Yuri se retrouve à essayer désespérément d'atteindre Scarlet et son escouade alors qu'ils combattent un Dragori. Mais au moment où elle arrive, ses camarades ont déjà été anéantis, la laissant avec un remords écrasant. De retour au quartier général, Mohan rapporte que la plupart de l'escouade des maîtres a été anéantie. Mais avant qu'ils ne puissent comprendre la situation, ils sont soudainement attaqués par une unité Magitech ennemie. Sur le champ de bataille, Xelchinon fait une offre à Kizuna et à son équipe. Elle leur épargnera la vie s'ils acceptent de laisser Batlantis extraire de l'énergie magique d'eux tout en les piégeant dans un paradis fabriqué créé par les illusions de Nayuta. Cependant, Kizuna refuse, déclarant qu'il est préférable de vivre dans une réalité douloureuse que de se rendre à un beau mensonge. Amusé par cette réponse, Xelxuan se tourne vers Ayin et lui demande si elle sait même d'où vient réellement son cœur. Quand Ayin ne parvient pas à répondre, Zelchun décide de lui montrer la vérité elle-même. Et juste au moment où Ayin perd connaissance, Kizuna jure de faire payer Zelchun pour ses crimes. Il active ensuite son équipement hybride de cœur, prêt à risquer sa vie pour sa paire de fesses préférée. Dans sa vision, Ayin suit une version plus jeune d'elle-même dans un couloir faiblement éclairé, découvrant finalement que son cœur avait déjà été implanté avant le docteur. Nayuta ne l'est jamais trouvé. Alors qu'elle se tient devant une porte massive, Zelsion observe avec un amusement tordu, remarquant jusqu'où Kizuna est prêt à aller pour celle qu'il aime avant qu'Ayin ne puisse ouvrir la porte. Son moi passé la prévient qu'une fois qu'elle aura appris la vérité, elle pourrait ne plus jamais être la même. Ayin hésite d'abord, mais se souvient ensuite de Kizuna lui tendant la main il y a longtemps, ravivant sa détermination. Pendant ce temps, Kizuna est submergé sur le champ de bataille par des vagues d'unités Magitech. Malgré l'épuisement, il se force à continuer de se battre. Zelchinon, impressionné par sa persévérance, décide de le récompenser en le fouettant jusqu'à ce que son équipement se brise en 1000 morceaux, battu et à peine conscient. Kizuna désespère de son échec à protéger tout le monde, mais dans son moment le plus faible, il établit d'une manière ou d'une autre un lien télépathique avec Himekawa, Yuri et Sylvia à l'intérieur de leur transe. Cette connexion déclenche une puissante transformation et Kizuna atteint une nouvelle forme d'équipement hybride de cœur. Shikina, surveillant depuis le quartier général, confirme qu'il a effectué un hybride de climax avec les 3 filles simultanément sans même contact physique. Fort de cette unité, Kizuna déclenche un assaut dévastateur, éradiquant des centaines d'unités Magitech en quelques secondes. Sa puissance devient si écrasante que même Xelkion a du mal à l'égaler. Désireuse de tester ses limites, elle déchaîne toute sa force, mais l'immense pouvoir a son prix, et l'équipement de Kizuna commence à se fissurer et à faiblir. Sentant une opportunité, Xelkion prend le contrôle du corps d'Ayin, sachant que Kizuna n'osera pas la combattre directement. Dans son subconscient, Ayin comprend enfin que Kizuna l'avait protégée depuis le début, même dans le passé. Mais sa prise de conscience est brusquement interrompue par la vue de son corps, maintenant sous le contrôle de Zelchion, attaquant Kizuna. Terrifiée, elle se précipite pour ouvrir la porte et reprend le contrôle de son corps à l'instant où elle l'a franchi. Son énergie dépasse ses limites et même ses cheveux prennent une teinte rose stupide comme gros doudou. À ce moment-là, Zelchion se jette pour l'arrêter, mais Kizuna protège Ayin, lui donnant l'espace pour s'élever. Planant au-dessus du champ de bataille, Ayin déchaîne une vague d'énergie colossale qui éradique toute la magie restante dans la zone. Ceux qui étaient piégés sous le contrôle mental sont enfin libérés, et un par un, les portails de Batlantis commencent à s'effondrer. L'invasion ennemie coupée et les portes de l'autre dimension scellées de façon permanente, les combattants d'Ataraxia reprennent enfin Tokyo, alors que la poussière retombe. Kizuna et Ayin se tiennent ensemble, célébrant discrètement les sacrifices et les victoires qu'ils ont dû traverser. Si vous avez regardé ce récapitulatif d'anime jusqu'à la fin, commentez en bas mec. Quoi ? Si vous aimez les récapitulatifs d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.